On est face à une crise de la démocratie et lorsque les dirigeants réfléchissent à ça, la solution la plus simple leur paraît être des méthodes autoritaires fondées sur le tout-surveillance. Le raidissement est d'autant plus fort chez une partie de nos élites qu'ils se sentent menacés, ils sentent bien que les bases de leur pouvoir sont très fragiles. On entre dans des eaux très dangereuses qui sont des moments de crise et pourtant la démocratie ne peut renaître que d'une crise et d'une refonte complète du système des partis politiques. Bonjour Édouard Husson. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine. Alors vous avez exercé plusieurs fonctions au cours de votre carrière. Vous avez notamment été entre autres vice-chancelier des universités de Paris, directeur de l'ESCP Europe et vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction du Courrier des stratèges et également directeur du Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP, donc l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques. Directeur du développement de ce centre. La directrice, c'est Madame Maréchal. D'accord. Alors, dans le cadre de vos travaux pour le Centre d'analyse et de prospective de l'ICEP, vous avez publié récemment une note intitulée « La tentation d'importation des méthodes de la Chine communiste en Europe, la révélation par la crise sanitaire ». Dans cette note, vous revenez notamment sur la diplomatie du confinement total par Pékin. Vous expliquez par exemple que la diplomatie chinoise a réussi un stupéfiant retournement de situation en convainquant la plupart des pays des performances chinoises en matière de lutte contre le Covid. Alors comment cette diplomatie chinoise est-elle parvenue à ses fins? Quels sont les leviers qu'elle a actionnés pour tenter de faire oublier finalement sa gestion assez désastreuse des débuts de l'épidémie? Oui, effectivement, je crois qu'il faut partir de ça puisque nous vivons depuis 15 mois ou un peu plus dans une sorte de régime de la peur. Je crois qu'il faut regarder dans une longue perspective historique. L'épidémie de Covid-19 a causé bien des souffrances. Ça n'est pas pour autant l'épidémie la plus grave de l'histoire. C'est une épidémie d'intensité moyenne qui touche des populations bien définies, en particulier les personnes âgées, des personnes à risque, en tout cas qui les rend malades puisqu'il y a beaucoup plus de gens infectés. Et donc, effectivement, on peut dire sans se tromper que cette épidémie n'aurait pas pris l'ampleur qu'elle a eue si la Chine continentale, la Chine de Pékin, l'avait gérée comme il faut au départ. Et ce que nous observons, c'est le fait que la Chine communiste s'est comportée comme un régime communiste lorsqu'il y a une crise. On cherche d'abord à dissimuler les choses et à minimiser la crise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les informations les plus fiables que nous avons donnent à penser que la crise commence au mois d'août à Wuhan. Et qu'il y a les premières hospitalisations, les premiers malades et sans doute les premières victimes en Chine au plus tard au mois d'octobre, d'après des données d'ailleurs qu'a reconstitué votre journal. Et à partir de là, c'est seulement au mois de janvier que le régime chinois finit par reconnaître l'ampleur d'une épidémie qui s'est déclenchée. Et il y a d'autres épisodes, en particulier le fameux banquet de Wuhan avec des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent en étant pour un certain nombre déjà infectés, mais la loi des reins du parti doit l'emporter sur tout, et quand il y a un problème, on ne le signale pas ou on le minimise. D'ailleurs, le lendemain du banquet de Wuhan, la presse officielle félicitera un certain nombre de gens d'être venus tout en ayant la toux
et éventuellement de la fièvre d'être venus au banquet pour la gloire du Parti communiste. Donc on a quelque chose de tout à fait catastrophique. Et à partir de là, la Chine a essayé de faire, mais là aussi on est dans la grande tradition des régimes de type communiste, elle a essayé de faire un rétablissement spectaculaire avec un confinement total très démonstratif à Wuhan et dans la région, et avec ensuite une diplomatie extrêmement agressive visant à dire nous avons trouvé la solution pour lutter contre ce virus et les autres pays doivent faire exactement la même chose que nous. Il y a une seule solution, c'est le confinement total. Et c'est là que commence mon étude, mon analyse de cette situation, puisqu'on a quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est que le confinement est une méthode, le confinement total est une méthode, certains diront médiévale, mais en tout cas qui a rarement prouvé son efficacité dans l'histoire, et un confinement ciblé aurait été beaucoup plus efficace avec un mélange par ailleurs de recherche de l'immunisation naturelle des sociétés. Or, le confinement total a vraisemblablement prolongé la crise et compliqué le développement de l'immunisation des sociétés face à ce virus. Et tout ça s'est passé sous influence effectivement de la diplomatie chinoise, avec, je crois, un moment où il faut se demander jusqu'où va l'influence et où commence la disponibilité ou la disposition de ceux qui sont influencés à répondre à cette influence. Et donc là, ma note étudie ça, mais en insistant sur le fait qu'il y a bien eu un modèle chinois qui a été adopté par un certain nombre de pays, en Europe, à commencer par l'Italie. Moi, je tiens vraiment à la thèse selon laquelle nous n'analysons pas suffisamment le régime chinois de Pékin comme un régime communiste, avec les énormes capacités à l'erreur que font ce type de régime. Et lorsqu'ils ont prôné le confinement généralisé partout, je ne crois pas que c'était dans l'idée de détruire le reste du monde, c'était simplement parce que des communistes ne peuvent pas penser autrement que par un renforcement autoritaire et totalitaire lorsqu'ils sont confrontés à une situation de crise. Et que, par la même occasion, occuper, effectivement, là il y a bien une intentionnalité, occuper les autres pays avec leur propre confinement, ça évite qu'ils regardent vers la Chine. Bon, vous voyez là aujourd'hui qu'on regarde quand même avec insistance vers la Chine pour savoir ce qui s'est passé à Wuhan, pour savoir... bon, mais il n'empêche que oui, là il y avait une intentionnalité, mais elle était purement politique. Je ne crois pas que les Chinois aient eu la capacité à imaginer plusieurs étapes à l'avance. Ils en sont capables dans certains secteurs, mais là, je crois qu'ils ont été dépassés par ce qui leur est arrivé et que l'option du confinement total à Wuhan et ensuite l'espoir que d'autres s'y mettent aussi, c'était une façon de parer à ce que François Hesbourg, par exemple, appelle un Tchernobyl à la puissance 10, au sens d'une grossière erreur dissimulée pendant longtemps, qui devient plus possible de dissimuler et qui a des conséquences sur le reste du monde, avec des réactions en retour, puisque... quoi qu'on dise, les relations avec la Chine ne seront plus les mêmes après le Covid qu'avant. Alors pourquoi, selon vous, en fait, les démocraties occidentales ont-elles décidé de s'inspirer d'une méthode effectivement autoritaire pour lutter contre l'épidémie en confinant des populations entières, sachant qu'il y avait aussi d'autres alternatives, comme par exemple celle de Taïwan ou de la Corée du Sud? Qu'est-ce qui a poussé finalement nos démocraties à suivre un exemple autoritaire pour confiner les populations? Alors, je pense qu'effectivement, la comparaison avec d'autres pays d'Asie qui ont pris en main la situation rapidement, qui ont eu recours à des outils numériques, à du traçage, à du confinement partiel, est très intéressante parce que personne ne doute de l'efficacité de la lutte contre le Covid-19 à Singapour ou à Taïwan ou en Corée du Sud. Et pour autant, on s'est plus inspiré de la Chine continentale. Alors, est-ce que c'était parce que le modèle était plus simple? Est-ce que c'était parce qu'on n'avait pas à consulter le Parlement? Puisque ce qu'on observe à Taïwan ou en Corée, c'est qu'il y a eu très clairement des garde-fous mis et les assemblées
ont un contrôle très clair de tout ce qui est traçabilité numérique, suivi des populations. Alors que si on prend le cas du gouvernement français, il a largement ignoré un certain nombre de réclamations du Parlement, où on a l'épisode par exemple en décembre 2020, le gouvernement français a essayé de faire passer en catimini une sorte d'état d'urgence permanent et permettant au Premier ministre, sur simple rapport du ministre de la Santé, à partir de données du Conseil de défense, de revenir à un état d'urgence sanitaire si c'était nécessaire. Alors heureusement, il y a eu à l'époque une mobilisation sur les réseaux sociaux qui a éventé la chose, parce qu'il y avait de la veille, et d'ailleurs Marion Maréchal avait contribué à cette prise de conscience. Mais on s'aperçoit que finalement nous sommes dans un moment de crise de la démocratie profonde dans nos pays, et avec une tentation pour les groupes dirigeants d'avoir des méthodes apparemment simples et expéditives et qui s'asseyent sur les droits des parlements, sur la représentation parlementaire. On a aussi quelque chose qui est flagrant et qui est extrêmement grave, c'est qu'en France, finalement, on a interdit aux médecins installés, les médecins de ville, comme on dit, on leur a interdit de prescrire librement certains médicaments, soit préventifs, soit de traitement précoce d'une infection qui devient maladie. Et là, d'abord, c'est attenter au serment d'Hippocrate, qui est une liberté fondamentale, qui constitue la médecine occidentale, et c'est surtout le signe que nos gouvernements sont très tentés par des méthodes imposées, top-down, on va dire en bon français, et c'est le symptôme d'une crise de la démocratie. Alors, le Parti communiste chinois dispose de différents relais d'influence pour faire passer son message en Occident. On sait qu'il a des relais d'influence, notamment dans les grands médias nationaux de plusieurs pays. Alors, en France, c'est le cas avec certains journaux en fait, qui n'hésitent pas, moyennant finance, à relayer des encarts publicitaires ou des publis rédactionnels dans leurs colonnes, c'est-à-dire des articles en fait, écrits par des journaux chinois contrôlés par le Parti communiste en Chine. Alors on a aussi l'exemple d'un organisme qui s'appelle la France China Foundation, qui est un réseau en fait, d'influence créé en 2012 et qui rassemble à la fois des personnalités politiques, culturelles ou économiques françaises et chinoises qui sont considérées comme des hauts potentiels. Alors il existe d'autres fondations binationales entre la France et les États-Unis, le Japon, l'Inde ou le Brésil par exemple, mais ce qui est assez frappant avec la France China Foundation, c'est qu'en fait c'est celle qui rassemble le plus de hauts responsables politiques dans ses rangs. On en retrouve dans son conseil stratégique où on trouve plusieurs anciens premiers ministres comme Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin, Édouard Philippe. On a aussi Hubert Védrine qui est un ancien ministre des Affaires étrangères. Et alors plusieurs personnalités françaises ont intégré le programme Young Leaders de cette fondation ces dernières années. Et beaucoup de personnalités en fait, qu'on a pu retrouver par la suite dans le gouvernement d'Emmanuel Macron à des postes de secrétaire d'État ou de ministre. On a Franck Riester qui avait intégré la promotion 2014 des Young Leaders, Brune Poirson qui avait été Young Leader en 2017, Agnès Pannier-Runacher, Olivier Véran en 2019, donc l'actuel ministre de la Santé. Et plus récemment, on a Olivier Grégoire et Jean-Baptiste Djebari qui font partie de la promotion 2020. Alors, qu'est-ce que vous inspire le fait qu'un nombre aussi important de hauts responsables politiques français soit passé par cette fondation qui offre finalement un accès privilégié à Pékin auprès de nos responsables politiques? Il faut, je pense, décrypter un certain nombre d'éléments. Ma réponse va peut-être être un peu longue, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments du puzzle. Le premier élément, si vous voulez, c'est que on est dans un système français où, pour appartenir à l'élite, il faut soit passer par les grandes écoles, soit appartenir à certains réseaux. Et donc, il est certain que le réseau des jeunes leaders dont vous parlez, réseau franco-chinois, la fondation dont vous parlez, ça fait partie aujourd'hui d'un passage
ou en tout cas ça faisait partie jusqu'à la crise du Covid, on va y revenir, mais d'un passage quasi obligé avec un monde devenu sino-américain après avoir été longtemps à domination américaine, puisqu'autrefois il fallait être un young leader américain ou franco-américain pour maximiser des chances d'accéder à des responsabilités. Donc ça, je dirais, c'est une première composante. La deuxième composante, c'est, je crois que nous sommes un pays qui a beaucoup de mal à changer d'idée, et donc nous vivons encore sur l'idée que la reconnaissance par le général de Gaulle de la Chine de Mao le 31 janvier 1964, c'est la norme. C'est faire fi de deux réalités. La première, c'est que en janvier 1964, la Chine était une puissance isolée. Le général de Gaulle avait des motifs de diplomatie, d'équilibre des puissances, pour protéger la France à la fois vis-à-vis de l'URSS et vis-à-vis des États-Unis. À l'époque, on était dans le condominium des deux puissances pour la guerre froide. On sortait aussi, il ne faut pas l'oublier, de la crise des missiles de Cuba. Et donc, le général de Gaulle pensait qu'il fallait diversifier son jeu. Bon. Est-ce que pour autant le général de Gaulle aujourd'hui aurait la même attitude ou aurait toujours une attitude favorable à la Chine de Xi Jinping? Moi, personnellement, je n'en suis pas sûr. Je pense surtout qu'un réaliste comme de Gaulle changeait souvent de pied en termes d'alliance. Troisième élément, je crois qu'il faut prendre en compte, c'est un élément plus profond et qui n'est pas simplement français. Je pense qu'il est occidental. Et moi, il me frappe puisque je suis né en 69, j'avais 20 ans en 1989, et 1989, c'est l'année de la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi l'année de la répression de la place Tiananmen et dans un certain nombre, certains disent jusqu'à 400 villes chinoises, il a fallu écraser des révoltes. Bon. Et moi, je sais que, en me posant la question de manière sommaire, j'avais été choqué à l'époque de la manière dont les dirigeants occidentaux se réjouissaient d'un côté de la chute du communisme en Union soviétique et de l'autre faisaient comme si la Chine, on ne devait pas se préoccuper de sa sortie du communisme. Je trouvais ça choquant, d'abord parce que pourquoi deux poids, deux mesures, et puis ensuite j'entendais dans l'argument sur le fait que les Chinois auraient leur propre voie de sortie du communisme. Après tout, ce ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des Occidentaux, et il y avait une forme de mépris occidental pour la société chinoise, alors même qu'on sait que la secousse de 1989 a été très très forte et que le régime a dû employer les grands moyens. Et je crois qu'à partir de là, s'est instaurée une idée complètement fausse. C'est-à-dire qu'on a voulu opposer la Chine de Deng Xiaoping à celle de Mao. On a voulu penser que la libéralisation économique allait amener une libéralisation politique. Et on est entré dans un engrenage extrêmement dangereux, d'autant plus qu'il était encouragé par des intérêts financiers très puissants, en particulier américains, et qui voyaient comme quelque chose de très pratique le fait de faire de la Chine l'atelier industriel du monde quand l'Occident garderait la puissance financière et la puissance de décision. Et à partir de là, s'est mis en place quelque chose d'absolument redoutable, puisque, au fond, quand on réfléchit bien, la politique de Deng Xiaoping, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la NEP de Lénine, à très grande ampleur, qui aurait réussi avec un Occident totalement consentant. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans la situation où on a considéré comme normal un régime qui restait un régime à parti unique, à tendance totalitaire, et même, je dirais, tendance totalitaire renforcée sous Xi Jinping, et qui, en même temps, commerce avec l'Occident et a une part de capitalisme. Mais après tout, tout ça se trouvait déjà chez Lénine, et nul ne sait si Lénine avait vécu plus longtemps, comment aurait évolué l'Union soviétique. Et donc, là, on est au cœur du sujet. C'est que je pense que beaucoup de nos dirigeants sont totalement naïfs et n'ont jamais voulu voir que
le régime communiste chinois a toujours envisagé sa victoire ultime au plan historique et le fait que son système, en acceptant ce qu'il fallait du capitalisme occidental, finirait par s'imposer comme le meilleur système historiquement parlant. Et on a, je suis un lecteur assidu des 2 tomes du recueil de discours de Xi Jinping, parce qu'on apprend beaucoup de choses dedans. Et on apprend qu'il y a, selon le leader chinois, il y a une supériorité du système chinois qui finira par imposer son harmonie au monde et qu'il y a quelque chose qui est supérieur à la démocratie. Et ça, je pense que les noms que vous avez cités, les ambitieux young leaders franco-chinois que vous avez mentionnés, ne s'en rendent absolument pas compte, parce qu'après tout, la Chine de Pékin, c'est plutôt finalement un régime efficace destiné à devenir la première puissance du monde. Et bon, il y a un petit inconvénient, c'est que ça reste une dictature. Alors justement, vous soulignez aussi quand même dans votre note que cette épidémie a agi un peu comme un révélateur des méthodes déployées par le PCC pour imposer son narratif au monde entier et faire oublier ses responsabilités via ses relais dans les organisations internationales, les universités, les médias ou les partis politiques, à travers ce genre de fondations. Visiblement, ce n'est pas le cas en France. Alors, comment vous voyez un petit peu l'issue de tout ça? Est-ce que finalement on n'est pas à l'approche d'une nouvelle guerre froide où il y aurait peut-être 2 blocs finalement? Un bloc qui s'inspirerait directement du modèle autoritaire chinois et puis un autre qui resterait fidèle à ses valeurs? Alors je crois, si vous voulez, que la situation est plus compliquée qu'à l'époque de la guerre froide, parce que l'Occident a perdu sa boussole. À l'époque de la guerre froide, on avait des points de repère tout à fait simples. Il y avait un régime communiste soviétique dont on ne savait pas très bien s'il avait des visées expansionnistes totales ou s'il était simplement un régime qui essayait de profiter d'éventuels affaiblissements de l'Occident. Et puis en face, on avait une communauté des nations occidentales, qu'on appelait d'ailleurs justement le monde libre, qui pensait que son modèle, la démocratie, il fallait en être fier. Tout ça, c'était sous impulsion américaine, c'était les États-Unis d'Amérique, c'était les États-Unis avec 2 façons d'envisager les choses, Eisenhower ou Kennedy, mais finalement, même le très controversé Ronald Reagan finit par faire consensus, et à la fois d'abord parce qu'il dénonce le retour de puissance soviétique, et puis ensuite parce qu'il saisit la balle au bond d'une négociation qui aboutit à la fin de l'Union soviétique. Bon. Donc on était dans un monde qui était sûr de ses valeurs, et de ses monde occidental qui était sûr de ses valeurs et qui savait où il allait. Aujourd'hui, on est face à une Chine communiste qui est sans doute, qui doute moins que l'Union soviétique des années 1970 et 1980, mais en face, il n'y a pas de coalition claire. Il y a une douloureuse prise de conscience que finalement, le doux commerce cher à Montesquieu ne va peut-être pas faire advenir ce monde merveilleux que nous imaginions, et où la puissance chinoise ne poserait pas de problème, et où peut-être la Chine d'ailleurs se démocratiserait naturellement, où il y aurait une convergence entre le système chinois et nos démocraties évoluant, peut-être même à mi-chemin, comme certains veulent le croire à Davos ou ailleurs. Et je crois que c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique parce que à la fois la crise du Covid a suscité un réveil chez un certain nombre de dirigeants occidentaux, et par la même occasion, comment va-t-on se désenchevêtrer de liens qui sont beaucoup plus forts que ce qu'il y a jamais eu à l'époque de l'Union soviétique entre un régime communiste et les régimes occidentaux. La Chine, nous avons fait sa puissance financière, nous lui avons demandé d'être l'atelier industriel, nous l'avons encouragée à développer ses universités, elle a une puissance réelle
même si je crois qu'elle est plus fragile qu'elle n'en a l'air, mais elle a une puissance réelle. Et aujourd'hui, nous sommes intimement liés et même nous lui avons confié les clés d'un certain nombre d'appartements de nos maisons. Et c'est là que les choses vont devenir compliquées. Parce qu'on sent bien qu'après la crise du Covid, il y a une réaction très vive, par exemple en Grande-Bretagne, qui tout d'un coup veut rompre ses liens avec Huawei. Par exemple aux États-Unis où Joe Biden, sans vergogne aucune, semble suivre Donald Trump dans une politique qui devient anti-chinoise. On voit bien que l'Union européenne est très divisée entre la Hongrie ou l'Italie qui veulent garder de bonnes relations avec la Chine et d'autres pays qui, au contraire, voudraient une politique beaucoup plus hostile. Donc, en fait, on ne va pas être dans une logique de guerre froide, quels que soient les efforts des États-Unis pour faire une coalition des grandes démocraties avec le groupe QUAD, une coalition pour encercler militairement et politiquement la Chine. Et je crois que ça va prendre du temps. Parce que la grande différence avec la guerre froide, c'est que au moment de la guerre froide, il y avait des facteurs de mise en cause de la démocratie en Occident. Et on sait qu'il y avait une cinquième colonne sous influence soviétique, mais il y avait aussi des doutes sur la légitimité de la démocratie. Mais c'était des tendances minoritaires. Alors qu'aujourd'hui, ces tendances sont devenues largement dominantes dans une partie du groupe dirigeant. Il y a en particulier l'adoption d'une idéologie, on va dire gauchiste, même dans sa version douce, qui fait que la démocratie est secouée jusque dans ses fondements. C'est vrai pour la France. Regardez ce qui est devenu une institution aussi prestigieuse que Sciences Po, qui forme les élites, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre d'entreprises où si vous n'êtes pas adepte de la culture woke, vous êtes marginalisé. C'est vrai, regardez les réseaux, les grandes plateformes de réseaux sociaux, etc. Et donc, il est beaucoup plus difficile pour des défenseurs sincères de la démocratie de se faire entendre et de dire la lutte qui s'engage avec la Chine, c'est une lutte de la démocratie contre un régime néo-totalitaire. Alors pour rester sur justement la façon dont la démocratie s'inspire ou non du modèle communiste, début juin, on a 3 sénateurs qui sont membres de la délégation sénatoriale à la prospective, donc un organe du Sénat chargé de réfléchir aux transformations de l'économie et de la société, qui ont publié un rapport d'environ 150 pages intitulé « Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés ». Alors dans ce document, en fait, les 3 sénateurs passent en revue les différentes méthodes utilisées par 6 pays asiatiques pour lutter contre l'épidémie. Donc parmi ces 6 pays, on retrouve notamment la Chine. Alors s'ils admettent en fait que les chiffres officiels du nombre de morts du Covid en Chine sont douteux, en fait, les sénateurs quand même estiment que la maîtrise de la situation par la Chine a été d'une grande réussite sur le plan sanitaire. Et alors, ils proposent finalement de mettre en fait en place en France une sorte de boîte à outils numérique dans laquelle on pourrait piocher de façon graduée. Pour eux, en fait, ces outils numériques pourraient permettre, dans les situations de crise les plus extrêmes, d'exercer un contrôle effectif, exhaustif et en temps réel du respect des restrictions par la population, assorti, le cas échéant, de sanctions dissuasives. Et ils considèrent que ce serait irresponsable en fait, de ne pas envisager la question du recours à ces outils. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce rapport, finalement, n'est pas justement un exemple frappant de l'influence des méthodes de la Chine communiste sur nos responsables politiques, voire peut-être d'une tentation, d'une dérive autoritaire du régime? Alors je crois, si vous voulez, qu'il y a 2 tendances. Il y a la tendance dont nous parlons depuis tout à l'heure, qui est une tendance d'admiration non critique
à l'admiration non critique de la Chine communiste et une grande naïveté face à ces méthodes, parce que, en fait, sur ce qui s'est vraiment passé à Wuhan en termes de confinement, sur la question de savoir si ailleurs en Chine il y a eu des poussées de l'épidémie, sur le nombre de morts réels de la Chine, nous ne savons rien et finalement nos journalistes ou nos politiques enquêtent très peu. Et si les services français ou occidentaux ont des informations, ça ne filtre pas. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un mélange de naïveté et de soumission à cette Chine qui fait peur. Après avoir été très enjôleuse et après avoir été très séductrice. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est que ça rencontre cette crise de la démocratie occidentale à laquelle nous faisions allusion, qui est une crise, si vous voulez, qui est largement due à l'échec partiel du système d'enseignement supérieur. Le système d'enseignement supérieur, si vous voulez, aujourd'hui, il n'accepte qu'une partie d'une classe d'âge pour la diplômer. Et par ailleurs, il ne forme pas vraiment au métier de la troisième révolution industrielle. On a encore beaucoup trop de formations qui recueillent des masses d'individus, alors je parle de la France, qui vont faire des sciences sociales, qui vont faire de la psychologie, qui vont faire des sciences humaines et qui n'en tirent pas profit. Non pas, moi-même, je représente ces disciplines et je suis heureux d'avoir des étudiants en histoire, mais j'essaye de leur montrer qu'il faut que ce qu'ils apprennent, ensuite, ils aillent le faire servir à un monde qui est en évolution rapide et où, effectivement, la révolution numérique transforme beaucoup de choses. Et ce système-là ne forme pas, on n'a pas assez de diplômés en informatique en France, et on a trop de diplômés en sciences sociales, adeptes des théories woke ou autres. Et donc, il y a cet échec-là, et qui fait que la minorité qui est diplômée de l'enseignement supérieur a développé une réelle conscience de classe, un réel mépris pour ceux qui ne sont pas diplômés comme eux. Or, ces diplômes eux-mêmes, en fait, ne préparent pas vraiment à la vraie vie. Et c'est une des origines de la crise de notre pays, avec un désarroi, moi, que je vois aussi dans le rapport des sénateurs. On a publié un article pour le Courrier des stratèges, effectivement, qui revient longuement sur ce rapport. Le désarroi de ces sénateurs par rapport à l'anarchie, l'anomie de la société française. La crise des Gilets jaunes a énormément surpris nos dirigeants. D'ailleurs, ils y ont réagi avec une incroyable brutalité, au lieu de se dire qu'on avait une chance pour repenser la démocratie et repenser le système de formation, repenser l'économie. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il y a cette tentation autoritaire qui existe aussi dans nos pays. Donc, lorsque les Chinois font de la propagande, se mettent en avant et, par exemple, envoient des milliers de trolls sur les réseaux sociaux ou payent des personnes pour... alors, il s'agit soit de comptes qui sont fake, soit ce sont des réels individus qui envoient des milliers, des dizaines de milliers, quelquefois des centaines de milliers de messages pour faire l'éloge du confinement total à la chinoise. Non seulement nous ne sommes pas prêts à nous prendre ce choc en pleine figure, mais une fois que la vague est passée, on se dit « mais oui, c'est vrai, finalement, est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire ?» Et c'est là le nœud de la question. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup dans le rapport de ces sénateurs, c'est qu'ils ne se rendent pas plus compte que le pouvoir exécutif en France respecte de moins en moins les droits du Parlement. Au passage, ce n'est pas du tout la lecture que le général de Gaulle avait de la Ve République, c'est vraiment une dérive qui est très loin de l'esprit gaullien, et ils respectent de moins en moins les droits du Parlement, et de plus en plus, ils veulent gouverner par ordonnance, ils veulent gouverner par, j'allais dire par oukase, pour provoquer, mais il y a cette fascination pour la technologie numérique qui permettrait une société du tout surveillance. Et c'est absolument terrible, effectivement, comme perspective, puisque ça signifierait la fin de la démocratie. Le numérique pourrait servir au meilleur.
le renforcement des libertés locales, la subsidiarité, la déconcentration, le fait qu'on ferme un certain nombre de départements ministériels qui ne servent plus à rien. Mais en fait, là, ça sert dans une optique qui est une optique, on va dire, néo-autoritaire et qui, effectivement, est très imprégnée, sans se rendre compte de quoi on parle, du néo-totalitarisme de la Chine de Xi Jinping. Alors, en fait, ce dont on se rend compte en lisant ce rapport, c'est que finalement, la liberté n'est plus vraiment un droit fondamental, inaliénable aux yeux d'une certaine partie de nos dirigeants. Elle peut être sacrifiée. En fait, on a l'impression que c'est simplement une question de degré. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où, finalement, la restriction des libertés individuelles est acceptable et peut être acceptée? Alors, est-ce qu'on finalement, on n'est pas, en fait, au-delà d'une crise de nos démocraties, on est face à une vraie rupture, un point de bascule vis-à-vis de la conception de l'homme et de la liberté qui a prévalu jusqu'ici en Occident? Là aussi, il y a beaucoup d'aspects, effectivement. Je vais tâcher de ne pas me perdre dans les éléments de réponse. Je dirais, pour commencer, qu'il y a effectivement une perte du goût de la liberté dans nos milieux dirigeants. Si vous voulez, on est dans le paradoxe d'une surabondance monétaire et le moyen que le système capitaliste dans cette phase de son histoire a trouvé pour ne pas créer de l'inflation avec cette surabondance monétaire, c'est de créer un certain nombre d'actifs qui enrichissent beaucoup quelques personnes, une minorité, ça permet de garder la valeur de la monnaie et ça permet de constituer des fortunes considérables. Il y a des bulles, mais des bulles qui éclatent rarement ou qui n'éclatent pas toutes en même temps, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit le milieu du sport, que ce soit... l'argent va se réfugier à beaucoup d'endroits et ça crée effectivement une désaccoutumance des dirigeants à la recherche de la liberté, parce que accéder au monde dirigeant, c'est ne plus avoir de souci d'argent. Et c'est très typique quand vous voyez beaucoup de politiques d'ailleurs qui disent quand j'aurai fini mon mandat, j'irai travailler pour un fonds d'investissement, j'irai travailler pour une grande entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui aurait été impensable sous la guerre froide, je dirais. Le communisme chinois a cette capacité aussi qu'il a beaucoup profité de l'hyperabondance monétaire mondiale. Et il en a profité non seulement pour enrichir une partie de sa population tout en la maintenant sous la férule du parti, mais aussi pour corrompre un certain nombre d'éléments des classes dirigeantes d'autres pays. Le degré de corruption des élites américaines explique la raison pour laquelle Donald Trump a été expulsé du pouvoir contre le vote du peuple américain. Et je crois que là, on est sur des choses, effectivement, il y a un désapprentissage de la liberté. La deuxième dimension, me semble-t-il, c'est la peur de nos dirigeants, j'y reviens, face à l'anarchie de nos sociétés ou ce qu'ils perçoivent tel. En fait, il y a un vrai désespoir d'une partie des Français. On est dans une situation paradoxale puisque il y a une surabondance monétaire, mais le niveau de vie général ne s'est pas élevé. Il s'est élevé pour certains, pas pour d'autres. Et la crise des Gilets jaunes a été un énorme révélateur de tout ça. Mais vous remarquerez que nos dirigeants ont répondu par la matraque et la subversion gauchiste. On a tapé sur les gilets jaunes authentiques et on leur a fourré dans les pattes soit des Black Blocs, soit des militants de gauche pour complètement subvertir le mouvement et justifier la politique de répression. Tout ça, si vous voulez, nous amène vraiment à une crise profonde de la démocratie. Et pour répondre à votre question avec un peu plus d'optimisme, je dirais pour finir,
je pense, si vous voulez, que le raidissement est d'autant plus fort chez une partie de nos élites qu'ils se sentent menacés, ils sentent bien que les bases de leur pouvoir sont très fragiles. Si vous voulez, on est dans une crise, prenons la France, on est dans une crise qui a commencé avec le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé de façon inattendue face à Jacques Chirac et Lionel Jospin avait été évincé. Nicolas Sarkozy avait des accents presque trumpiens dans sa campagne de 2007, mais à la différence de Donald Trump, il n'a pas supporté l'idée qu'il pourrait être impopulaire auprès de l'establishment, donc finalement il s'est coulé dans le moule. Et puis après on essaye différentes choses, mais Macron c'était déjà une opération je dirais de sauvetage d'un milieu dirigeant qui sent sa base électorale se rétrécir. Et il y avait dans les deux soirées électorales, là, celle de dimanche dernier, le dimanche d'avant et celle d'hier, il y avait quelque chose de pathétique à voir des dirigeants se réjouir d'avoir obtenu tel ou tel score ou de ce que le Rassemblement national n'avait pas plus que ce qu'il avait fait, alors qu'il y a une abstention massive. Donc on est face à une crise de la démocratie et lorsque les dirigeants réfléchissent à ça, la solution la plus simple leur paraît être des méthodes autoritaires fondées sur le tout-surveillance. Sauf qu'à mon avis, à moins de décider de sortir de l'histoire, nos sociétés n'accepteront pas ça au-delà d'un certain degré. La crise des Gilets jaunes l'a montré, mais il suffirait que dans les milieux dirigeants, il y ait suffisamment de personnes qui s'emparent des grandes questions pour que le faux consensus dont nous parlons soit remis en cause. Pourtant, de nombreux Français ont quand même semblé s'accommoder des mesures de restriction des libertés déjà importantes qui ont été prises pendant l'épidémie. Alors jusqu'à quel point, en fait, pourrait-il s'en accommoder avant éventuellement qu'il y ait un basculement, un sursaut peut-être ? Oui, alors je suis bien d'accord avec vous qu'on s'accoutume à la servitude. La Boétie l'avait dit le premier, et qu'aujourd'hui nos dirigeants ne tiennent plus que par la faiblesse, je dirais, des dirigés, ou leur manque de volonté, ou le manque d'organisation par une opposition d'une volonté générale alternative. Je suis d'accord avec vous. Malgré tout, je pense que il y a un certain nombre de facteurs externes d'ailleurs qui vont pouvoir jouer, parce que se passe-t-il si on s'aperçoit que le bilan humain de la vaccination n'est pas le paradis qu'on avait annoncé, qu'il y a trop d'effets secondaires, que ça n'empêche pas les variants de proliférer, il y aura quand même des comptes qui seront réclamés. Que se passe-t-il si il y a une crise de la dette française qui se déclenche? Biden crée de l'inflation aux États-Unis par son plan de relance. La BCE a beau vouloir tout faire pour que le système ne change pas et les taux bas subsistent, on peut imaginer à un moment qu'elle ne puisse pas faire autrement que de les remonter, surtout sous pression allemande, et là, la France sera étranglée. Il y a beaucoup d'autres facteurs externes, et puis il y a sans doute, je pense, des recompositions profondes du jeu politique qui se feront après la présidentielle de 2022, quel qu'en soit le résultat, parce que il est probable que son résultat sera surprenant. Donc, si vous voulez, là aussi des raisons d'être optimiste. Je suis d'accord avec vous que nos sociétés sont accoutumées à beaucoup de confort, et heureusement ou malheureusement, il y a encore trop de gens qui bénéficient de protections dont ils pensent qu'elles sont là pour la vie, et qui ne se rendent pas compte nous sommes au bord d'un possible effondrement de nos systèmes si nous continuons à ne pas vouloir faire de choix. Alors vous évoquez l'élection présidentielle 2022.
Est-ce que ça peut être une opportunité justement de mettre un coup d'arrêt à ces dérives liberticides qu'on a pu constater? Ou est-ce que les jeux sont déjà faits? En fait, est-ce que vous voyez une figure peut-être émerger qui serait capable de l'emporter et qui propose quelque chose de différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent? Écoutez, je crains qu'il ne sorte à première vue rien de bon de cette élection. Aujourd'hui, on a 3 mauvaises solutions, trois mauvaises candidatures devant nous. On a d'une part Emmanuel Macron, qui aura quand même présidé à l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire de la Ve République, sinon de l'histoire du pays. La possibilité qu'il soit réélu n'est pas négligeable. Hein. Je ne pense pas, contrairement à d'autres, qu'elle soit absolue, mais elle n'est pas négligeable. Que serait un deuxième quinquennat Macron? Effectivement, moi je crains beaucoup des dérives liberticides, la continuation des dérives liberticides, puisque nous sommes déjà là-dessus. Moi, le premier élément qui m'avait beaucoup frappé, c'était les vœux à la presse début 2018, où Macron annonçait sa loi de contrôle des fake news en cas de campagne électorale. Et il y avait eu un petit malaise chez les journalistes, mais enfin finalement c'est passé en décembre 2018 et ça pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions et on sait bien que les élections peuvent être manipulées. Il n'y a pas besoin de citer Staline pour le savoir. La deuxième possibilité, c'est Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, si vous voulez, je crois, n'est pas prête. Elle ne travaille pas assez. Les gens qui auraient envie de la soutenir ont quand même des doutes sur sa capacité à gouverner. Et puis surtout, imaginons qu'elle fasse 50,01%. La résistance du système serait terrible. Et personnellement, je crains qu'elle, dans ce cas-là, elle soit relativement facile à déstabiliser parce qu'on l'a bien vu dans le cas de la présidentielle américaine, malgré les avertissements de Trump à ses troupes, il y a eu fraude électorale. Bon, là, qu'est-ce qu'on aurait? On peut imaginer le scénario qui existait déjà pour 2017, hein, ce qui était que le Premier ministre ne démissionne pas, qu'il y ait de l'agitation, y compris en banlieue, que le président de la République dise qu'il ne quitterait son poste que lorsque le calme serait revenu. Enfin, on peut imaginer toutes les manipulations. Et je ne suis pas sûr qu'au Rassemblement national, on soit prêt à ce type de scénario. Et surtout qu'on soit prêt à assumer une victoire. Madame Le Pen est paradoxale parce qu'au lieu d'aller voir les dirigeants économiques et de les rassurer sur ce qu'elle ferait, et en particulier d'avoir les entrepreneurs de son côté, puisque les petits et moyens entrepreneurs sont les personnes les plus pressurées en France, ce sont ceux qui continuent à créer de la richesse, elle les ignore ou elle les voit trop peu. Et à l'inverse, elle veut absolument se réconcilier ou se rabibocher avec un système en prouvant qu'elle est une bonne républicaine, comme elle dit, alors que ce système ne lui veut aucun bien. Et je crois que c'est beaucoup de temps perdu, alors qu'il faudrait garder la radicalité du message, tout en montrant qu'on sera capable de gouverner économiquement. La troisième possibilité, et qui est à mon avis là aussi, je n'en attends malheureusement rien de bon, c'est l'émergence d'un troisième candidat, issu de la famille des Républicains, ou de la galaxie, on va dire. Lorsque vous voyez que Xavier Bertrand déclarait il y a quelques jours qu'il vaut mieux s'allier aux communistes qu'aux identitaires, ou travailler avec les communistes qu'avec les identitaires, j'ai des doutes. Enfin, il dit ça après 18 mois de crise du pays causée par la Chine communiste. C'est quand même très étonnant. Et si on prend son comparse Muselier en région PACA, il a été élu grâce au ralliement de la gauche, et jusqu'à la gauche la pire, gauchiste, identitaire, identitaire au sens de communautariste, je voulais dire, qui a soutenu pour empêcher que Thierry Mariani soit élu. Si vous prenez peut-être celui qui aurait le plus de chance au
cas où il y a une guerre des chefs, de s'imposer, à savoir Michel Barnier. Bon, moi je veux bien que Michel Barnier, quand il nous explique qu'il imposerait à l'Union européenne une pause migratoire, mais enfin, quelle sera la réalité de la fermeté française lorsqu'il faudra effectivement exercer la souveraineté française. Donc, si vous voulez, je crains qu'il ne sorte rien de bon à première vue. Ensuite, le peuple français est imprévisible. Vous pouvez avoir un candidat qui surgit de façon inattendue, on l'a vu en 2017, et vous pouvez aussi vous dire que ça serait le dernier soubresaut du système pour essayer de se sauver lui-même, même si c'était un candidat LR. Et je pense qu'après ça, l'establishment n'aura plus de cartouches à tirer. Que ce soit Emmanuel Macron réélu ou un Xavier Bertrand ou un Michel Barnier. Et à ce moment-là, à la fois on entre dans des eaux très dangereuses qui sont des moments de crise, et pourtant la démocratie ne peut renaître que d'une crise et d'une refonte complète du système des partis politiques. La formation peut-être d'une contre-élite finalement, avec des valeurs radicalement opposées à celles qui prédominent aujourd'hui. Alors, la question de la formation d'une contre-élite est fondamentale, ou d'une nouvelle élite, ou d'une élite, je dirais tout simplement, parce que ce que nous avons actuellement, c'est plus une élite. C'est un groupe d'hyper diplômés demi-savants et qui sont persuadés, qu'ils comprennent tout à tout. Rappelez-vous ces jeunes énarques de la Macronie, ou ces jeunes Sciences Po de la Macronie qui étaient confrontés à des gilets jaunes, je parle des premières semaines où on a des gilets jaunes sur les plateaux de télévision, et qui se faisaient balader parce qu'eux étaient des victimes des années d'après la réforme Abi, la réforme de 1974, qui a cassé le système d'enseignement secondaire, et ils avaient en face d'eux des gens qui avaient eu leur bac, qui étaient des jeunes retraités qui avaient eu leur bac encore quand l'éducation secondaire française se tenait. Donc si vous voulez, voilà, c'est ça. Donc il faut réinventer une élite. Il faut former une élite, et il faut la former doublement. Il faut la réenraciner. Et la réenraciner dans notre histoire, dans la compréhension des valeurs fondamentales qui ont permis la réussite de l'Occident. Et la liberté se flétrit très vite quand elle ne s'allie pas à la vérité et à la fidélité à un passé. Il faut, d'autre part, préparer cette élite au monde de la troisième révolution industrielle, au monde de l'innovation, et les deux vont ensemble dans l'histoire de l'Occident. C'est la fidélité à la transmission des valeurs qui permet l'épanouissement de la liberté, y compris économique. Et c'est un énorme projet. Alors c'est ce que nous faisons par exemple à l'ICEP, mais il faudrait, là pour une fois je vais citer le camarade Mao, que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalise. Il faudrait une multiplication de ces initiatives pour former un nouveau monde dirigeant. D'une certaine manière, Emmanuel Macron est cohérent quand il casse l'ENA. C'est-à-dire que lui veut aller au bout d'une logique de destruction du système de formation traditionnel. Le drame, en cassant l'ENA, c'est qu'on ne va plus former la haute fonction publique française de manière solide. Il restait quand même beaucoup d'éléments de solidité, et c'est une école qui était reconnue dans le monde. Donc, le problème de cette formation des élites, c'est un travail de longue haleine. Ça prend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on a besoin, dès maintenant, d'avoir une nouvelle, je dirais, de nouveaux groupes politiques qui prennent en main les choses. Après tout, c'est aussi dans les situations de crise et dans les situations de révolution qu'émergent de nouvelles élites. À nous, libéraux et conservateurs, de faire que ça ne tourne pas pour le pire, et que ça ne soit pas une nouvelle révolution bolchevique, mais que ça soit plutôt une glorieuse révolution que nous allons mettre en œuvre. Merci beaucoup, Édouard Husson. Merci à vous.